Il était gentil, attentionné, aimable. Un menteur pathologique. C'était la réponse à nos prières. On avait besoin de lui. Il avait accès à des produits mortels. Il était toujours très poli. Le prédateur parfait. Il était très sociable et très populaire. Ses victimes lui faisaient confiance. C'était quelqu'un de bien, de vraiment gentil. La parfaite machine à tuer. Ces patients étaient pour la plupart des femmes âgées et vulnérables. Elles adoraient leur médecin, le docteur Harold Fred Shipman, et même quand un nombre inhabituel d'entre elles ont commencé à décéder, les autres lui sont restés fidèles. Le nombre exact de personnes assassinées par le docteur Harold Shipman reste inconnu, mais ses pulsions meurtrières ont fait plus de victimes que n'importe quel autre tueur en série à ce jour. A-t-il été poussé au meurtre par des événements de sa vie, ou Harold Shipman était-il tout simplement un tueur né? Harold Frederick Shipman est un cas très intéressant. Ce qui est remarquable, c'est justement qu'il n'avait rien de remarquable. Il était un peu comme vous et moi, et donc parfaitement au-dessus de tout soupçon. Harold Shipman était complètement intégré dans la société. C'est précisément ce paramètre qui lui a permis de continuer encore et encore jusqu'à devenir l'un des tueurs en série les plus prolifiques de l'histoire. En général, la mort emportait ses victimes l'après-midi. Mais pour Harold Frederick Shipman, elle est survenue au petit matin à la prison de Wakefield le mardi 13 janvier 2004. Le prisonnier CJ 8199, expert de la mort, avait bien planifié son acte final. Il ne s'est laissé aucune chance. Il était encore en vie à 5 heures du matin lors de la ronde de surveillance et il savait que la suivante n'aurait pas lieu avant 1 heure. En tant que médecin, il savait aussi qu'il n'avait besoin que de 4 minutes. Ce qu'il voulait, c'était emporter dans la tombe le secret de ses motivations et du mobile de ses meurtres. Il a laissé derrière lui des questions, des doutes qui ne trouveront jamais de réponse. Son suicide a causé une véritable onde de choc à Hyde, un village du Grand Manchester où vivaient la plupart des victimes. Hyde est un endroit charmant. C'était un vieux petit village traditionnel, assez calme, où les enfants restent vivre près de leurs parents, où tout le monde vit côte à côte et connaît ses voisins. C'était une communauté très soudée, très chaleureuse. Le fait que Shipman ait pu tuer autant de personnes au sein d'un village aussi tranquille a donc été doublement vécu comme un drame. Au fil des années, des médecins, des entrepreneurs de pompes funèbres et même des pharmaciens avaient commencé à exprimer des soupçons à propos du docteur Shipman, sans grand résultat. J'ai découvert que la police avait déjà enquêté sur Shipman en mars 1998. Peu après, j'ai discuté avec le docteur Linda Reynolds. Cette généraliste avait eu le courage d'aller voir un médecin légiste, John Pollard, pour lui dire qu'elle soupçonnait le docteur Shipman d'assassiner ses patients. À partir de là, j'ai averti la police pour qu'elle enquête. Et c'est ce qu'on appelle désormais l'enquête ratée. Les policiers sont revenus me voir 15 jours plus tard. Ils m'ont dit qu'ils avaient mené l'enquête et qu'ils n'avaient rien trouvé de suspect. Finalement, ils sont retournés voir le docteur Reynolds et ils lui ont dit qu'elle se trompait, que Shipman était un pilier de la communauté et qu'elle devait faire attention à ce qu'elle disait à propos de gens comme lui. Après ça, Shipman a encore tué 3 femmes. Et il aurait pu continuer à tuer pendant des années sans la mort suspecte de Kathleen Grundy le 24 juin 1998.
La dernière personne à l'avoir vue vivante est justement le docteur Harold Shipman, lorsqu'il est allé la voir chez elle pour une analyse sanguine de routine. À sa mort, Kathleen Grundy a laissé un testament, rédigé en faveur du docteur Shipman. Mais la fille de Madame Grundy, Angela Woodruff, a reçu une copie du testament. Et elle était stupéfaite, parce qu'on aurait dit une imitation grossière. Quand on est face à un faux et qu'on voit tout de suite que c'est un faux, c'est vraiment qu'il a été mal fait. Comme la fille de Kathleen Grundy pensait que la signature n'était pas vraiment celle de sa mère, il fallait faire examiner le document. L'officier chargé de l'enquête a commencé à s'adresser à différentes personnes, dont l'entrepreneur de pompes funèbres du village, Alan Massey, qui a dit « Je m'inquiète du grand nombre d'incinérations ces temps-ci. Je l'ai déjà signalé. Personne ne s'y est vraiment intéressé, mais il y a de plus en plus de demandes de crémation. » On a retrouvé les empreintes digitales de Shipman sur le testament, alors que lorsqu'on l'avait interrogé, il avait affirmé n'avoir jamais vu ce document. De plus, la machine à écrire qui avait servi à rédiger le testament était la sienne. Il affirmait que Madame Grundy lui empruntait souvent sa machine à écrire, mais il n'a pas été capable de nous dire qui la lui avait rapportée après la rédaction du testament. Les autorités décident alors d'exhumer le corps de Kathleen pour le faire examiner par un légiste afin de déterminer la cause exacte de sa mort. L'enquête sur la mort de Kathleen Grundy a été menée alors qu'une enquête sur les agissements du Dr Shipman avait déjà eu lieu. À l'époque, la police s'était intéressée à 19 morts suspectes. Au bout de 15 jours, un journal local a commencé à s'y intéresser. À mon bureau, au journal, j'ai reçu une info concernant la mort de Kathleen Grundy et l'enquête de la police sur son médecin. J'ai appelé la police, mais personne n'a voulu me donner plus d'informations. La police estime que les familles des 19 personnes décédées devraient être informées de la réouverture de l'enquête avant que toute information ne soit rendue publique. Ensuite, je suis allée à Hyde pour rencontrer les personnes que connaissait Kathleen Grundy. Dès le début, j'ai croisé deux vieilles dames qui m'ont dit « Ah, vous cherchez le docteur Lamore ?» J'ai répondu « Pardon ?» Et elles m'ont dit « Il paraît que c'est un beau médecin, mais on ne fait pas de vieux os avec lui. Beaucoup de patientes du docteur Shipman sont mortes. » Les membres des familles nous ont raconté des histoires très similaires à celles qu'on avait découvertes sur Kathleen Grundy. C'est là que j'ai réalisé que le Dr Shipman n'était pas impliqué que dans une seule affaire de mort. On a procédé à l'exhumation et les légistes ont fait une autopsie post-mortem. Bien entendu, Shipman affirmait que la victime était morte de vieillesse. Le légiste n'a pas réussi à confirmer la cause de la mort et il a donc envoyé des échantillons au labo pour des analyses. Il y avait suffisamment de diamorphine dans l'organisme de la victime pour avoir causé la mort. Évidemment, Madame Grundy ne souffrait d'aucune maladie grave qui aurait nécessité un traitement à la diamorphine. À ce moment-là, j'étais absolument convaincu qu'ils avaient trouvé le coupable de beaucoup de crimes atroces. À ce stade, tout le village soutenait le docteur Shipman de tout cœur. Il avait tellement caressé ces gens dans le sens du poil qu'ils croyaient vraiment en lui. Et ils pensaient qu'il prenait soin d'eux, alors qu'en fait, il les tuait par centaines. Les victimes qu'il choisissait étaient des personnes âgées. C'est une catégorie de presque morts. Autrement dit, lorsque ces gens meurent, on ne le remarque pas vraiment. La mort de ces personnes ne provoque pas de bouleversement majeur parce qu'on s'y attend. D'ailleurs, Shipman est l'un des rares tueurs en série qui ait pu se débarrasser des corps de ses victimes en les rendant aux familles. La position même dans laquelle on a retrouvé les victimes était déjà assez étrange.
La plupart ont été retrouvés complètement habillés en pleine journée, en général assises dans un fauteuil ou un canapé. Dans certains cas, sur le formulaire de crémation, Shipman a certifié avoir procédé à un examen externe complet du corps. Et pourtant, la victime était retrouvée assise et complètement habillée, avec ses chaussures, les manches boutonnées jusqu'aux poignets, la robe boutonnée jusqu'au cou. Comment peut-on faire un examen complet du corps dans ces circonstances ? Dans les rapports médicaux qu'il a rédigés, il écrivait parfois que ces gens souffraient de problèmes cardiaques, alors que c'était faux. Et il ajoutait qu'ils étaient sans doute morts d'une crise cardiaque. Mais quelqu'un qui meurt d'un arrêt cardiaque ne s'endort pas comme ça, paisiblement dans son fauteuil. Ça ne se passe pas comme ça. Les enquêteurs examinent les certificats de décès établis par le Dr Shipman. Ils dressent une liste de 15 décès qu'ils estiment devoir examiner en priorité. Sur cette liste, 9 des victimes ont été enterrées et 6 ont été incinérées. On procède donc à d'autres exhumations. La police découvre également que le Dr Shipman encourageait souvent les familles de ses victimes à opter pour la crémation. Pour chaque exhumation, on a procédé à des analyses. Et dans la plupart des cas, on a trouvé de la morphine dans l'organisme, ce qui a conduit à des accusations en rapport avec ces morts suspectes. L'enquête de police révèle également le mode opératoire de Shipman. En général, il tuait ses victimes, souvent des personnes âgées, par une injection de morphine. Ensuite, il retournait à son cabinet pour falsifier leur dossier médical sur son fichier informatique afin d'exagérer leur mauvaise santé. Dans le cas de Kathleen Grundy, il a changé plusieurs dates pour suggérer une addiction à la morphine. L'idée d'une femme de 80 ans, pourtant ancienne mairesse de Hyde, en train de compter des sachets d'héroïne dans les bas-fonds de Manchester, me semble totalement ridicule. C'est même vraiment insultant pour sa mémoire. En tant que médecin, Shipman pouvait vivre en public les activités qu'il fantasmait en privé. Il pouvait projeter ses fantasmes sur la population, tout en se promenant dans le village et en montrant à tout le monde qu'il était un bon médecin. Le 7 septembre 1998, Shipman est arrêté pour meurtre. Qui était vraiment le Dr Shipman? Et qu'est-ce qui a pu en faire un tel monstre? Pour comprendre vraiment son comportement et comprendre comment tout cela a pu se produire, il faut revenir en arrière et étudier son enfance, et même au-delà. En septembre 1998, Harold Shipman a été accusé de 15 meurtres. Selon l'enquête officielle, il a tué au moins 284 personnes sur une période de 30 ans avant d'éveiller les soupçons. Mais personne ne connaît le nombre exact de ses victimes. L'affaire Shipman est inhabituelle. Il n'y a eu ni médiatisation, ni tueur en cavale, et jusqu'à l'arrestation du médecin pour la mort de Kathleen Grundy, l'hécatombe est passée complètement inaperçue. Pour déterminer si Harold Shipman était ou non un tueur né, il faut remonter à sa petite enfance et chercher les indices d'un comportement indiquant un tempérament particulier. Pour Harold, on a réalisé qu'en surface, il semble avoir eu une enfance et un passé très ordinaire. Mais en creusant un peu plus, on sait qu'on trouvera forcément des indices sur ce qui l'a poussé à devenir ce qu'il est. Harold Frederick Shipman, surnommé Fred ou Freddy, naît dans une famille d'ouvriers le 14 juin 1946 à Nottingham. C'est un enfant discret et plutôt solitaire qui garde une certaine distance avec les enfants de son âge, sans doute à cause de l'influence de sa mère Vera. Je pense que sa mère voulait l'encourager à rester sur le droit chemin. Mais en même temps, elle pensait que Fred était différent.
Elle voulait qu'il soit différent. C'était le cadet. Sa sœur aînée, Pauline, a quitté l'école à 15 ans. Elle n'était pas très douée en cours. Son petit frère, Clive, n'était pas très doué non plus. Mais Fred a grandi dans un lotissement neuf à Nottingham. Il a réussi son examen d'entrée en 6e. Il est entré à High Pavement, un collège très prestigieux. Et il a travaillé dur. Il ne se mêlait pas beaucoup aux enfants du quartier. Ses parents, à l'image de la plupart des familles d'ouvriers, y compris la mienne, devaient être extrêmement fiers que leur fils fasse des études. La scolarité de Shipman à High Pavement se passe de façon tout à fait banale. Comme beaucoup d'autres nouveaux élèves très doués en primaire, il se retrouve maintenant dans la moyenne, parmi de nombreux autres enfants aussi doués que lui. Fred était très sérieux, et je pense qu'il travaillait sans doute plus dur que les autres. Je sais qu'il avait un immense respect pour sa famille, et à mon avis, il estimait que ses parents faisaient des efforts, qu'ils s'étaient sacrifiés pour lui. Sa mère ne voulait pas que son fils ait la même carrière que les autres garçons du quartier. Elle le poussait à se concentrer exclusivement sur ses études. Et donc, Fred n'était pas très intégré au monde réel. Cela lui laissait le temps de développer des fantasmes de pouvoir et peut-être aussi sexuels, puisque Fred n'avait pas la possibilité de se construire normalement, socialement et sexuellement. C'est Vera qui décide quels amis Fred a le droit de voir et quand. Elle veut qu'il se distingue des autres garçons de son âge. Elle a beaucoup plus d'ambition pour Harold que pour ses autres enfants. Il avait l'air plus mature et plus âgé que nous. Quand un incident se produisait à l'école, par exemple qui nous aurait fait rire ou pour lequel on se serait vengé, on ne faisait pas ça avec Fred. Le meilleur exemple, ce sont les bals qu'organisait notre club de rugby. Il venait avec sa sœur et ils dansaient ensemble de façon assez mal coordonnée. Ça faisait un effet bizarre. En plus, je crois qu'elle était plus grande que lui. Mais en fait, on avait une sorte de respect pour lui. Le fait que Fred était respecté par ses amis est un peu surprenant, puisqu'il était assez marginal socialement. Mais en suivant les règles et en agissant dans la société, Fred arrivait simplement à exister parmi tous ces gens, et il n'avait pas vraiment de problème dans sa relation aux autres. Il était capable de s'intégrer sans trop de difficultés, justement parce qu'il ne causait aucune difficulté. Le vendredi 21 juin 1960, alors que Fred vient d'avoir 17 ans, sa mère Vera meurt d'un cancer du poumon. Curieusement, il n'avait parlé de la maladie à aucun de ses camarades de classe. Le médecin de la famille venait régulièrement voir Vera dans les dernières semaines et lui administrait des doses de morphine de plus en plus fortes pour la soulager. Fred rencontre son camarade Michael Heath sur le chemin de l'école le lundi suivant et lui annonce cette nouvelle tragique. En général, Fred descendait cette rue depuis chez lui. On se retrouvait en bas. On s'arrêtait pour échanger quelques mots et puis on marchait jusqu'à l'école. Et puis un matin, un lundi, on s'est retrouvés juste là. Je lui ai demandé comment était son week-end et il m'a répondu « Ma mère est morte ». Sa mère était morte et ça m'a vraiment choqué. Fred ne m'a jamais rien dit à ce propos. À part une fois, on était dans le bus et il me semble qu'il m'a dit que sa mère n'allait pas très bien. Moi, j'ai pensé qu'elle avait un rhume. Je lui ai dit « Ça a dû être horrible, comment tu vas ?» Il m'a répondu qu'il était sorti pour aller courir. Il a couru sous une pluie battante. Il devait être vraiment au bout du rouleau. Il a eu une manière étrange d'exprimer sa peine, en courant pendant des kilomètres toute la nuit dans son uniforme de l'école. C'était assez impressionnant. Il n'avait pas l'air différent des autres jours, mais il avait dû vivre un enfer pendant des semaines et des mois avant ça. C'était Fred qui restait assis auprès d'elle, en attendant que le médecin vienne lui donner sa dose de morphine. Il était à son chevet quand elle est morte, et ce moment-là l'a sans doute énormément affecté.
Voici l'entrée de ce qui était notre école. Les 10 minutes de trajet ce matin-là, lorsqu'il m'a annoncé la mort de sa mère, ont été évidemment assez gênantes. Et je dois dire qu'en arrivant, ça a été un soulagement de se séparer pour aller en cours. Il est intéressant de remarquer qu'il n'a jamais manifesté le moindre intérêt pour la médecine ou pour une carrière médicale jusqu'à la mort de sa mère. Beaucoup de gens ont souligné le parallèle entre la mort de sa mère sous morphine et son usage de la morphine plus tard pour tuer des femmes âgées. Bien entendu, il y a un lien, mais on a rarement souligné pourquoi l'une a mené à l'autre. En étudiant le passé de Fred, on voit qu'il faisait beaucoup d'exercices. L'effort physique génère des endorphines qui agissent dans l'organisme sur les récepteurs aux opiacés. Or, les endorphines sont 100 à 1000 fois plus puissantes que l'héroïne. Fred s'y était accoutumé. À la mort de sa mère, il a vécu ce que beaucoup ressentent à la mort d'un proche qui a longtemps souffert. Il a ressenti un soulagement, il s'est senti plus léger. Et cette expérience s'est encore amplifiée lorsqu'il est sorti pour courir sans raison apparente. Il a couru toute la nuit, et l'afflux d'endorphines dans son organisme a sans doute procuré à Fred une sorte d'extase. Il a donc peut-être cherché à reproduire dans le futur cette situation qui lui avait procuré un tel plaisir. Fred n'obtient pas les notes suffisantes pour pouvoir entrer à l'école de médecine de Leeds. Ce qui arrive souvent chez les tueurs en série qui manquent de confiance en eux, c'est qu'ils aspirent toujours à mieux. Ils veulent être à la hauteur de leur père. Ils envient souvent leur entourage. Par exemple, Kenneth Bianchi, l'étrangleur des collines, voulait être policier. Tous ses camarades réussissaient autour de lui, alors que lui enchaînait les échecs. Les tueurs luttent pour s'en sortir, pour arriver à quelque chose. En repassant le concours l'année suivante, il finit par être accepté à l'école de médecine de Leeds en 1965. Shipman a-t-il décidé de devenir médecin pour sauver des vies ou pour avoir le pouvoir de tuer? Pendant ses études à Leeds, Shipman prenait le bus pour se rendre tous les matins à l'université. Une jeune fille du nom de Primrose Oxtorby prenait le même bus. Comme Shipman, elle avait reçu une éducation assez stricte. Elle avait quitté l'école à 15 ans sans aucun diplôme et elle était entrée dans une école de dessin à Leeds. Shipman était très beau garçon à l'époque et ils se sont tout de suite plu. Très rapidement après leur rencontre, au bout de 6 mois, elle est tombée enceinte. Pour la première fois de sa vie, Shipman s'était comporté de façon négligente et imprudente. Ils se sont mariés très rapidement. Il n'existe pas la moindre photo de ce mariage. Shipman obtient son diplôme de l'école de médecine de Leeds et entre à l'hôpital de Pontefract pour son internat. Au bout de 12 mois, Shipman est officiellement habilité à pratiquer la médecine. D'après l'enquête officielle, c'est à ce moment-là qu'il commet son premier meurtre. D'après l'enquête officielle, il a tué une petite fille de 4 ans. Elle était gravement malade, mourante. Et sa mère est sortie de la chambre en disant à Shipman « Soyez gentil avec elle ». Il a pris cette phrase comme un signal pour la tuer. Il a peut-être estimé qu'il s'agissait d'une euthanasie et qu'il rendait service à cet enfant. Mais ce n'était pas le cas. Cette petite fille n'est pas morte dans les bras de sa mère. Sa mère était en train de boire un thé à la cafétéria de l'hôpital. Déjà à cette époque, il avait un côté très cruel et était prêt à tout pour mettre fin à des vies. On ne connaît absolument pas le moment exact où Shipman a commencé à tuer. Cette petite fille était peut-être sa première victime, mais tout ce qu'on sait, c'est qu'autour de cette période, Harold a commencé à ressentir des pulsions et des sensations de plaisir assez inexplicables, sans doute liées à ce qui s'était passé pour sa mère. Il s'est soudain senti en possession d'un certain pouvoir, un pouvoir de vie ou de mort. Cela le renvoyait à cet instant où il aurait souhaité être ce médecin au chevet de sa mère. En 1974, Shipman, père de 2 enfants, travaille dans un cabinet médical à Todmorden, un village du Yorkshire. Les paysages du nord de l'Angleterre semblent modifier son caractère. Aux yeux de ses confrères et de ses patients, il devient un membre de la communauté respecté et très sociable.
Apparemment, le fait de travailler comme associé dans un cabinet de généraliste lui convenait parfaitement. Donc il y est allé et il a commencé à travailler au cabinet Abraham Ormorod à Todmorden. Le docteur Michael Grieve l'a accueilli à bras ouverts. Il était excellent, presque maniaque dans sa façon de faire ce qu'il avait à faire. Il nous a fait découvrir toutes les dernières technologies et il nous a permis de rester à la page. On peut dire qu'à l'époque, c'était la réponse à nos prières. On avait besoin de lui. On ne choisissait pas nos patients. C'étaient les patients qui choisissaient le médecin qu'ils préféraient. Et Fred avait une clientèle très fidèle. Ses patients sentaient qu'il travaillait bien et qu'il prendrait les meilleures décisions pour leur santé, en toutes circonstances. Harold Shipman a connu une vraie métamorphose. Ce garçon peu sociable, toujours dans les jupes de sa mère, qui communiquait très peu, s'est soudain transformé en médecin bien installé. Et soudain, il s'est rendu compte qu'il pouvait avoir de vraies relations avec les gens et devenir un pilier de sa communauté. Mais Harold Shipman avait d'autres projets. Le personnel des cabinets médicaux où il travaille remarque une autre facette du jeune médecin. Il ne déléguait jamais. Il ne faisait pas faire les piqûres par les infirmières, par exemple. Et quand les laborantins venaient une fois par semaine pour les analyses sanguines, Fred insistait pour faire tous les prélèvements lui-même. Personne ne se doutait qu'il était peut-être coupable de fautes professionnelles graves. Mais on a découvert plus tard à Todmorden qu'un jour, 3 de ses patientes sont mortes dans la même journée. L'une d'elles, Eva Lyons, a longtemps été considérée comme sa toute première victime. À la même époque, l'armure de respectabilité du médecin de campagne semble se lézarder. On découvre bientôt qu'il souffre d'une dépendance aux médicaments. L'un des médecins du cabinet était dans le local de pharmacie. Elle a ouvert le registre et l'a montré aux autres. Il y avait des dizaines d'entrées. Shipman avait amassé des quantités énormes d'antalgiques. Il était clair que c'était pour lui et non pour ses patients. Il a dit qu'il consommait de la pétidine parce qu'on dit qu'il ne faut pas prescrire aux patients quelque chose qu'on n'a jamais essayé soi-même. Et puis il s'est rendu compte que ça le maintenait dans cet état de frénésie, parce qu'il était vraiment frénétique dans ce qu'il faisait. Il accomplissait un boulot énorme. Et c'est peut-être la pétidine qui l'en rendait capable. On lui a dit « Désolé Fred, mais tu dois partir ». Il a balancé son matériel médical à travers la pièce en disant « Allez vous faire voir ». Et il est parti. Pour lui, j'étais devenu l'incarnation du diable. Et on ne s'est plus jamais adressé la parole. Un tueur en série bat en retraite au moment où on le confronte à l'évidence. Soit il se dit « la société ne me comprend pas, ce n'est pas ma faute », soit il explose. Et c'est ce qu'a fait Shipman. Il s'est dit « comment ces médecins minables inférieurs à moi, comment osent-ils me demander des explications ?» Il croyait vraiment être supérieur à tous ces gens parce que c'est comme ça que sa mère l'avait élevé. Alors il s'est dit « qui sont ces gens pour me traiter de la sorte ?» Shipman est finalement contraint de quitter le cabinet pour intégrer un centre de désintoxication à York en 1975. 2 ans plus tard, malgré ses nombreuses condamnations pour usage de drogue, ordonnances frauduleuses et usage de faux, il s'en tire avec une simple amende de 600 livres. Au bout d'environ 1 an, il a trouvé une annonce pour un poste d'associé dans un cabinet à Hyde et il a décidé de postuler. En arrivant là-bas, il a été très honnête sur son passé avec la drogue. Il a dit « Je suis complètement clean. J'ai subi un stress énorme. Le Conseil de l'Ordre m'autorise à poursuivre ma carrière de médecin et je souhaiterais avoir une seconde chance. » Ils l'ont cru et ils l'ont engagé. En 1977, Shipman est embauché au centre médical Donnybrook à Hyde. Là, il s'arroge le droit de tuer.
Le village de Hyde n'est pas bien grand et nous tenions un magasin. On connaissait beaucoup de patients du Dr Shipman et tout le monde avait l'air de trouver que c'était un homme attentionné et tout à fait normal. Une nouvelle fois, Shipman endosse le rôle du médecin dévoué, travailleur et attentif. Il est très respecté dans la région où il se fait de nombreux amis. On est sortis plusieurs fois avec eux. Ils étaient très sociables et très populaires avec tout le monde. Ils donnaient vraiment l'impression d'être quelqu'un de normal. Harold Shipman trouvait Hyde beaucoup plus confortable pour tuer. Les habitants de Hyde formaient une petite communauté naïve où il était intégré. C'était un médecin sympathique avec sa veste de tweed. Shipman avait développé sa carrière en fonction de ses pulsions meurtrières. Quant à sa carrière de tueur, elle était florissante à tel point qu'il a fini par se prendre pour Docteur Dieu. Au début des années 90, Shipman ouvre son propre cabinet après s'être brouillé avec ses confrères au centre médical. Il attire une clientèle nombreuse. Je pense que si Shipman s'est installé seul, c'est simplement pour continuer à tuer. Il est clair que comme il allait travailler seul, personne ne saurait exactement ce qu'il faisait. En général, ça allait. Mais parfois, il avait l'air un peu bizarre, un peu ailleurs. Alors forcément, on se demande si quelque chose s'est passé ces jours-là. Peut-être, on ne sait pas. Ça fait réfléchir. Vu la nature des crimes de Shipman, on ne pourra sans doute jamais déterminer le nombre exact des meurtres qu'il a commis. La quantité et la nature des décès survenus parmi les patients du Dr Shipman ont été passés à la loupe. En comparant ces données à celles d'autres médecins, on a remarqué des différences significatives. La mortalité de ces patients âgés était par exemple extrêmement élevée. D'autre part, les décès étaient regroupés à certains moments de la journée. Les dossiers des patients ne correspondaient pas aux symptômes remarqués auparavant. De plus, le Dr Shipman était en général présent au moment de la mort. Mais pourquoi n'a-t-il pas été arrêté plus tôt ? Pour déterminer la raison pour laquelle Harold a commis ces crimes, il faut examiner ces petites fissures, ces imperfections qui laissent voir sa vraie personnalité sous le vernis du bon docteur et de Monsieur Tout-le-Monde. À l'issue de cette macabre tragédie, les anciens patients du Dr Shipman sont soulagés qu'il soit enfin arrêté. Ils auraient pu être les suivants sur sa liste. Il y a fort à parier que certains d'entre eux sont encore en vie grâce à une femme intelligente et déterminée, Angela Woodruff. Grâce à elle, le lundi 31 janvier 2000, le jury du tribunal de Preston a déclaré Shipman coupable d'avoir tué 15 de ses patients et d'avoir contrefait le testament de Kathleen Grundy, la mère d'Angela. Il est difficile de croire qu'on ait pu être ami avec Harold Shipman, qui est en fait l'un des plus grands tueurs en série de notre pays. Mais il avait l'air tellement normal. Il a trompé tout le monde. Personne ne doit se prendre pour Dieu. La plupart de ces victimes vivaient seules. Beaucoup d'entre elles attendaient les visites du Dr Shipman avec impatience. Elles s'habillaient même parfois élégamment, comme pour recevoir un visiteur. C'était quelque chose qu'elles attendaient, et donc elles voulaient être élégantes pour la visite du médecin. Ça faisait partie de son délire de puissance. Les derniers mots de ses victimes devaient être souvent « Merci, docteur ». Première erreur de Shipman, tuer avec de la morphine. La morphine est en effet l'un des rares poisons qui restent dans l'organisme pendant plusieurs siècles. Il aurait pu utiliser d'autres substances moins faciles à détecter, ou même totalement indétectables dans l'organisme. Je ne sais pas pourquoi il a utilisé de la diamorphine. Peut-être n'était-il pas tout simplement aussi malin qu'il le pensait. Il ne savait peut-être pas qu'on pouvait détecter la morphine aussi facilement.
Peut-être aussi que d'une certaine façon, il espérait être pris à un moment ou à un autre. Deuxième erreur, la machine à écrire et le testament grossièrement contrefait. Lorsque Shipman a assassiné Madame Grundy et qu'il a fait un faux testament, que s'est-il passé? Est-ce qu'il cherchait à être pris? Est-ce qu'il cherchait à se sortir de cette situation? Après avoir tué 283 personnes, il en arrive à Kathleen Grundy. Il doit se sentir intouchable. Il n'a pas encore été découvert, même si bien sûr il aurait déjà dû être pris depuis longtemps. Mais le fait est qu'il était médecin en hôpital et en cabinet et qu'il n'avait jamais été inquiété. J'ai été très étonnée en voyant ce testament. C'était un vrai brouillon. Je pense qu'à ce moment-là, il cherchait peut-être à se faire prendre, ou alors il se sentait invincible. Je crois qu'Harold commençait à devenir un peu paranoïaque. Il n'était plus trop sûr de son impunité. Il voulait donc tâter le terrain pour savoir si les gens commençaient à avoir des soupçons. Et il voulait aussi se prouver à lui-même qu'il pouvait faire ce qu'il voulait parmi ces êtres qu'il considérait comme inférieurs. Quelle raison il avait de faire ça? Je n'en sais rien. Honnêtement, je n'en ai aucune idée. Je pense que dans sa jeunesse, il avait de grandes ambitions. Mais au lieu de changer le monde, il a essuyé une série d'échecs. Il a mis Primrose enceinte alors qu'il était encore étudiant. Il est devenu dépendant à la pétidine et il s'est fait prendre. Donc finalement, il devait être très déçu de lui-même. Il était de conditions modestes, plutôt petit, et je crois que ces frustrations ont nourri une certaine colère et une addiction au meurtre. C'était certainement aussi une question d'orgueil. Il agissait comme un être suprême, une figure divine qui avait clairement le pouvoir de vie et de mort. Il choisissait de tuer ces personnes au moment où il le voulait. Mais pourquoi tuait-il? Certains affirment qu'il haïssait les femmes âgées. Ces suppositions se basent sur certaines de ses remarques sur des personnes âgées qu'il trouvait épuisantes pour sa santé. D'autres pensent qu'il cherchait à revivre la mort de sa mère afin de satisfaire un profond besoin masochiste. À mon avis, la mort de sa mère a initié les meurtres, lui a donné une sorte de modèle, mais je ne pense pas qu'elle en soit la raison. Beaucoup d'adolescents perdent leur mère à cause de maladies douloureuses et pénibles, mais ils ne finissent pas par tuer des centaines de personnes. Je crois que Shipman souffrait de troubles de la personnalité dès le départ. Mais ce qu'il a vécu avec sa mère qui attendait son retour de l'école à la fenêtre avec une tasse de thé et le médecin qui venait lui administrer sa morphine pour soulager la douleur terrible que provoquait le cancer a sans doute beaucoup joué lorsqu'il a commencé à tuer. La première fois que Harold Shipman a tué, il a sans doute ressenti une vague de plaisir associée à une réminiscence de la mort de sa mère. Au moment des meurtres, il éprouvait probablement un sentiment de pouvoir et de contrôle, ainsi qu'un certain calme lié à l'euphorie ressentie après la mort de sa mère. Tout ça a sans doute suffi à le motiver, mais je pense que contrairement à beaucoup d'autres tueurs en série, cette forme d'euphorie se dissipait sans doute assez rapidement après le meurtre. Malgré les preuves flagrantes de sa culpabilité, Harold Shipman continue de clamer son innocence et de taire ses motivations, même en prison. Lorsque Fred a été envoyé en prison, ma femme a commencé à correspondre avec lui parce qu'elle croyait fermement en son innocence. Il a écrit environ 25 lettres. Et dans aucune de ces lettres, il ne mentionne le moindre élément qui pourrait laisser penser qu'il avoue. Il n'a jamais rien admis. Clairement, il essayait d'adopter un comportement le plus normal possible, afin qu'en apprenant ce qu'il était censé avoir fait, les gens trouvent ça complètement invraisemblable. You've been to a house, rolled the sleeve up, administered morphine, killed her. That's what happened, isn't it, Doctor? No. Harold m'a toujours affirmé qu'il était innocent. Pour autant que je sache, il n'a jamais admis avoir tué ses patients, ni à moi, ni à d'autres détenus.
The levels were such that this woman actually died from the toxicity of morphine, not as you wrongly diagnosed. In plain speaking, you murdered her. No. Sa condamnation a complètement bouleversé ma femme. Je lui ai dit, tu ne peux pas faire grand-chose, mais tu peux toujours continuer à lui écrire. Je lui ai dit que vu les éléments amassés contre lui et le temps consacré à l'enquête, sa culpabilité était assez claire. Je me souviens que le jour où on l'a accusé de 218 meurtres, en plus des accusations qui pesaient déjà sur lui, c'était la première fois que je le voyais réagir à ce qui se passait à son procès. Quand il est revenu du tribunal, il a fondu en larmes et il m'a expliqué ce qui s'était passé. Il m'a dit, ils veulent me coller 218 meurtres de plus sur le dos. Je ne sais pas où ils sont allés chercher leurs preuves et je ne comprends pas d'où ils tirent ces histoires. C'était la première fois que je voyais une réaction chez lui. Il s'est énervé et il a mis la cellule sans dessus-dessous. Il est devenu fou furieux. Harold Shipman n'a jamais avoué ses crimes, ni aux gardiens de prison, ni à ses codétenus. Shipman n'a jamais cessé d'afficher la personnalité qu'il s'était construite depuis l'enfance. Il a continué à jouer ce rôle d'homme sociable, de bon docteur. Il ne pouvait pas changer à la fin de son existence. S'il avait admis avoir commis ses crimes, cela revenait à défaire la toile qu'il avait tissée tout au long de sa vie et qui dissimulait sa vraie personnalité. Ironie du sort, Shipman a un jour sauvé la vie de son compagnon de cellule. Me retrouver dans la même cellule que le docteur Shipman me faisait peur à cause de sa réputation. Tous les autres détenus me disaient qu'il était fou, qu'il avait tué des centaines de ses patients. J'avais très peur pour ma vie, à tel point que j'ai essayé de me tuer, tellement j'étais terrifié. Mais il m'a arrêté et il m'a réanimé. Après ça, on s'est plutôt bien entendu. Si son but était de tuer, s'il y trouvait du plaisir, pourquoi ne m'a-t-il pas laissé mourir? Shipman avait un type de victime particulier et une méthode pour les tuer. Une méthode qui le mettait en confiance, dans des lieux où il avait le contrôle, souvent chez ses victimes. L'homme qui l'a réanimé n'était absolument pas malade, cliniquement, et il ne correspondait pas au type de victime de Shipman. À ce moment-là, Shipman a sans doute commis le seul acte digne d'un médecin depuis qu'il en était un. Et au lieu de prendre des vies, il en a sauvé une. Et je me pose encore des questions. Je ne comprends pas comment un homme comme Harold Shipman, qui était un ami pour moi, a pu commettre de tels crimes. Tous ces gens qu'il a tués, c'est pas naturel de prendre des vies humaines comme ça. Pour les proches des victimes du docteur Shipman, son suicide est une trahison de plus. Il a non seulement tué des êtres aimés, mais il a en plus échappé à la sentence qui l'aurait condamné à finir ses jours en prison. Je pense que Fred avait planifié son suicide. Je pense qu'il savait exactement ce qu'il faisait et qu'il savait que Primrose serait plus en sécurité financièrement s'il mourait avant un certain âge. Il a fait en sorte que Primrose ne soit pas dans le besoin. Et une fois de plus, il a gagné la partie. Il a été plus malin que les autorités. Et victoire finale, il emportait son secret dans la tombe. Pour moi, le plus difficile dans cette histoire, c'est que Harold Shipman était un médecin. On nous dit toujours dès l'enfance qu'il faut faire confiance aux médecins. D'après tous ces éléments, peut-on dire que Harold Shipman était un tueur né? En revenant sur le début de sa vie, on remarque un trait de sa personnalité qui semble omniprésent. Il réduisait les gens à l'état d'objets, ce qui l'empêchait de ressentir les émotions comme nous le faisons, grâce à ce qu'on appelle l'empathie. Cela l'a sans doute également empêché de se développer normalement en tant qu'enfant et l'a poussé à se créer un monde peuplé de fantasmes. Tous ces faits l'ont ensuite encouragé à endosser la personnalité d'un médecin généraliste, d'un homme de confiance, puis à se mettre à tuer des gens au lieu de prolonger leur vie. On peut dire que sans cette caractéristique présente dès le début de sa vie,
aucun des événements suivants n'aurait eu un impact suffisant pour mener à un tel comportement. Pour cette raison, il semble qu'on puisse dire qu'Harold Chipman était bien un tueur né. Tout ce que je ressens pour lui maintenant, c'est de l'indifférence.